Alors, je vais faire une première lecture du fragment 52 de l'Anticorde d'Amphalos. C'est un fragment qui appartient à la série des fragments de sites de rencontres. Et je vais pas le lire en entier en fait, parce que c'est pas vraiment une lecture formelle pour le coup que je vais faire, mais plus ça m'a fait penser à des choses. Et j'avais un petit peu envie d'en parler dans le cadre d'une première lecture, même si c'est pas un commentaire classique, on va dire. Je sais pas si ça peut être attendu, j'en sais rien. Donc je vais lire qu'une partie. Je suis confrontée sur ce site à la surabondance des visages. Je crois qu'ils disparaissent dans ce magma. Je ne cesse de penser à Benjamin. Les corps ont des allures semblables aux fantasmagories. Je sais que je ne peux pas surnager dans cette haute marée des peaux. Une amie me dit qu'elle reçoit chaque jour des dizaines et des dizaines d'étoiles, des dizaines et des dizaines de messages. Umberto Eco parle d'en espérer pas vous débarrasser des livres, de l'excès des documents pour les historiens à venir. Il imagine le renversement du paradigme. Adieu récit des lacunes et des absences. La mémoire, devenue sauvegarde, est totalitaire et écrase tout. Adieu le silence. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant pour commencer, c'était cette opposition binaire qui était faite entre la mémoire, qui est un processus humain, qui suppose l'oubli, les lacunes, et la sauvegarde, qui est un terme pris à l'informatique. Quand on sauvegarde des données, c'est a priori qu'on sauvegarde tout sans faire le tri, et donc le mécanisme humain d'oubli qui est nécessaire à la mémorisation serait éludé. Donc il y a une opposition entre un processus humain et un processus technique. Et là, du coup, on n'est pas du tout dans un imaginaire du cyborg, ce qui est peut-être un peu dommage, mais bon, je sais pas. Et alors évidemment, c'est plus un imaginaire de la technique qu'une réalité, parce que aujourd'hui, même les machines ne peuvent pas, face à la surabondance des données, enfin, des données, des discours ou des documents, les machines ne sont pas capables de tout rendre intelligible. Parce que en dernier ressort, c'est quand même l'être humain qui, même face à cette surabondance appropriée par les machines, doit composer. Et du coup, ce qu'on peut se demander ici, c'est comment faire en tant qu'artiste ou en tant qu'écrivain pour composer face à cette surabondance. Puisqu'on n'est plus face à une économie de la rareté, mais de la profusion. Et que du coup, ça suppose des processus de création et des questionnements peut-être radicalement différents de ceux qui avaient cours dans la modernité, artistique en tout cas. Je vais faire une pause parce que je dois tousser. D'ailleurs, c'est Yves Citon qui se demande comment, face à la profusion, retenir l'attention. Parce qu'il dit qu'en fait, une des denrées les plus rares et les plus précieuses en ce moment pour les médias, les publicitaires, les grands groupes, enfin les GAFA, c'est l'attention des internautes. Parce que face à la profusion, il faut réussir à retenir leur attention. Il appelle ça l'économie de l'attention. Voilà. Et je sais plus pourquoi je dis ça. Et oui, et cette profusion du coup des discours, des données et des documents, c'est aussi, elle se double d'autre chose qui est un accès quasiment intégral à la culture et aux données. Ça va de l'open science à des entreprises comme Gallica, HAL, voilà. Alors, c'est plus compliqué que ça parce que c'est pas parce qu'on a théoriquement accès à tout que tout le monde a accès à tout dans toutes les zones géographiques et dans toutes les classes sociales, parce qu'il faut à la fois, enfin, c'est quand même très occidental d'avoir un accès numérique facile et d'être formé au numérique, parce qu'il y a ça aussi, il faut posséder une bonne numératie pour savoir naviguer en fait dans la profusion et du coup faire des choix intéressants. Et du coup, voilà, la question c'est comment les artistes, et notamment les écrivains d'entre eux, font face à la profusion. Est-ce qu'on reste face à une nouvelle pause due à une intrusion dans mon appartement? Oui, donc j'en étais à comment les écrivains peuvent réfléchir à travers des moyens formels, parce que c'est quand même un petit peu l'enjeu de la littérature, à ce changement de paradigme qui fait qu'on est passé d'un monde moderne de la rareté
à un monde contemporain de la profusion. Il y a les réponses super radicales, donc avant-gardistes, expérimentales, comme celle que donne Kenneth Goldsmith dans son bouquin Uncreative Writing, qui est une forme de manifeste, c'est-à-dire que dans Uncreative Writing, il y a un double aspect. Goldsmith présente à la fois un corpus d'œuvres et d'artistes qui réfléchissent de manière radicale à ce genre de questions, et il produit aussi un propos théorique, mais qui est manifestaire. Donc pour lui, ça vaut plus le coup d'écrire de nouveaux textes. Il faut faire un petit peu comme dans les arts contemporains, du ready-made en fait. Donc prendre des choses qui préexistent et en les recontextualisant. Donc en faisant ce geste qui est d'abord de cadrage, prélèvement, recontextualisation, comme dans le ready-made, créer de nouveaux effets de sens. Et il donne des exemples. Lui, il a travaillé, je sais plus exactement sur quelle durée, mais à partir du Times, je crois que c'est sur une semaine ou un mois, j'en sais rien, ou un an. Il a fait un énorme livre en prenant en fait, il commence en haut à gauche et finit en bas à droite en tournant les pages. Et ce qui est intéressant quand on voit un journal, c'est qu'il y a des colonnes en fait dans un journal. Il y a des encadrés, des encarts, des chapeaux, des trucs comme ça. Donc normalement, il y a des habitudes de navigation et de lecture qui sont pas les mêmes qui vont pas de droite à gauche. Donc là, il choisit quelque chose qu'il applique mécaniquement et ça crée un texte qui est radicalement nouveau alors qu'en fait il a rien écrit lui-même. Il prend aussi l'exemple de Vanessa Place, qui est une avocate et qui reprend ses plaidoiries telles quelles, juste en anonymisant les personnes impliquées évidemment, et qui va les lire dans des lieux dédiés à la lecture de poésie. Aux États-Unis, les lectures dans les librairies sont des choses très formalisées et très courantes. Donc elle va dans des librairies, elle lit ses plaidoiries. Et ça devient de la poésie parce que le contexte n'est pas le même. Et je sais plus, il y a un penseur de l'art, je crois que c'est Dewey, pragmaticien, qui pense l'art comme ça en fait. On va créer des contextes d'expérience qui vont permettre l'advenue de l'art. Et finalement, l'art, ça tient pas tant au contenu, à l'essence de l'œuvre, mais plutôt aux conditions de réception qui vont être organisées, à la fois par l'institution, l'artiste et tout ça. Donc ce que décrit Goldsmith dans Uncreative Writing, c'est en fait des gestes qu'on retrouve dans tout le XXe siècle, qui sont ceux encore une fois du ready-made, mais aussi du collage. Sauf qu'ils sont radicalisés parce que dans le collage, on va avoir prélèvement et réarrangement ou dans le cut-up, de plusieurs choses différentes et hétérogènes, alors que pour Goldsmith, on travaille juste sur une chose à la fois. Alors ce qui est compliqué avec les démarches très avant-gardistes et radicales comme celle-là, c'est qu'elles sont intéressantes intellectuellement, mais elles créent des objets qui sont presque inintelligibles pour les êtres humains. Je pense que le bouquin de Goldsmith à partir de Times n'a jamais été lu en entier par qui que ce soit. Et d'ailleurs Goldsmith dit que c'est pas le but, mais alors... Enfin, bon, ça pose beaucoup de questions. Hein. Mais si on reste dans l'idée qu'on veut créer quand même des œuvres intelligibles, et surtout qu'on veut créer de nouveaux chemins de navigation dans la culture. Alors là, il y a un bouquin de Nicolas Bourriaud qui s'appelle Post-production, la culture comme scénario, qui est assez intéressant. Bon, lui, il est plutôt du côté des arts que de la littérature, mais il explique que dans le paradigme contemporain, on va créer des nouveaux scénarios et de nouveaux chemins de circulation entre les objets culturels. Le but, c'est plus de créer des objets ex nihilo, donc un nouveau tableau ou voilà, mais c'est de rescénariser les choses pour créer des expériences esthétiques et intellectuelles neuves. Finalement, ça rejoint un petit peu ce qu'on pouvait faire dans l'enquête sauvage. Alors là, je vais surtout me baser sur mon enquête, mais j'étais pas la seule à faire ça. Il y avait aussi ça chez Zéliveau, Route W ou Alice Darty 31. Quand en fait on réorganisait des chemins de circulation dans l'univers diégétique cohérent de Bolagno, et en mêlant cet univers diégétique avec d'autres niveaux ontologiques. Donc par exemple, moi dans mon enquête, il y avait Sappho et Oxylio Lacouture qui se rencontraient. Sappho, c'est une figure historique un peu mythifiée. Oxylio Lacouture, c'est un personnage de fiction totale. Et il y avait aussi les membres du forum qui étaient impliqués.
Et donc on avait 3 niveaux de diégèse et 3 niveaux ontologiques différents qui se croisaient et qui produisaient de nouveaux effets de sens, de nouvelles lectures en fait de ces objets culturels. Et donc c'est aussi ce que Bourriaud appelle les esthétiques relationnelles. On va travailler sur le lien entre les choses davantage que sur les choses. Donc on va pas créer de la donnée, on va pas créer du discours ou du document, on va juste inventer de nouvelles circulations pour déstabiliser en fait les habitudes de circulation, que ce soit les habitudes de navigation numérique ou les habitudes d'intellection, voilà, de plein de choses. On peut aussi penser par exemple aux solutions mises en place par quelqu'un comme Marie Calloway quand elle reprend les insultes qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux et qu'elle les colle sur des photos d'elle qu'elle avait postées sur des sites de rencontres. Donc là, on a aussi un réarrangement du matériau. Et enfin, je pensais aussi à Christophe Hanna qui a écrit un petit essai qui est un peu vieux déjà, qui a plus d'une dizaine d'années, qui s'appelait Poésie Action Directe, où il pense le dispositif poétique comme celui d'un virus informatique. Donc il fait cette analogie qui est assez intéressante. Pour lui, la poésie n'a plus à être textuelle, et il s'appuie sur des œuvres existantes, hein, et voilà. Mais ça doit être la programmation d'expériences légèrement déviantes, donc comme dans les virus informatiques, des choses qui se cachent, qui ont l'air d'être les expériences habituelles, mais qui vont fonctionner légèrement différemment. Ça peut être un spam qui, au lieu de détruire votre ordinateur de l'intérieur, va lui incorporer, je sais pas, des poèmes défilants. Ça peut être légèrement trafiquer le code d'une page web pour que votre expérience de navigation soit très légèrement différente de ce qu'elle aurait dû être. Donc pour lui, la poésie contemporaine, c'est produire des effets de décalage pour dénaturaliser en fait les expériences qu'on peut faire habituellement. Donc face à la profusion, l'enjeu c'est de recréer la possibilité d'une mémoire, pas forcément d'une forme de silence, mais en tout cas d'une mémoire, en sélectionnant, et là du coup on peut faire l'analogie avec un des textes précédents de l'Anticorps, celui où en fait il y avait une écriture assez une espèce de mise en tension en tout cas des gestes qu'on fait sur un site de rencontre avec les gestes qu'on peut faire dans un contexte sensuel et érotique. Et en fait, il y a deux régimes de gestualité qui paraissent dans nos imaginaires complètement opposés parce que on continue d'avoir un discours sur le geste numérique qui est un discours assez technicisant, virtualisé, enfin on fait comme si ça n'existait pas vraiment, alors qu'en réalité les gestes qu'on fait dans un contexte de navigation numérique peuvent être appréhendés comme des gestes très sensuels. Et du coup c'était un texte très intéressant pour ça, et du coup je sais plus pourquoi j'en parle, il y avait un lien avec ce que je viens de dire. Voilà, je trouve ce texte intéressant, mais je pense qu'il mériterait vraiment aussi de se demander du coup comment dans la forme on peut traiter cette question-là, parce que là elle n'est pas traitée dans la forme du tout. Enfin, elle est traitée sous la forme essayistique, mais en tant que réflexion formelle, littéraire, sur les moyens qu'on a avec la langue et les outils numériques pour traiter cette question de la surabondance totalitaire des documents, bah elle n'est pas mise en acte ici. Même si c'est un très beau texte.